Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez? Vous allez bien? Moi aussi, c'est génial. Je, je, je viens littéralement de me mettre... voilà, hop. Regardez comment je suis prêt. Normalement... Non, c'est pas dans ça me fait chier. C'est pas grave. Voilà. Regardez, c'est déjà mis. Attendez, hop. Mince. Oula. Ouh là, ok. 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 J'essaie de comprendre. Messieurs, dames, grand plop. L'histoire de World of Ah, Warcraft. voilà. Ok, donc c'est juste jusqu'au sous-titre, voilà. Donc là, ce coup-ci, va être bon. Voilà. Ah mince, il y a le haut qui passe normalement aussi. Voilà. Bon, ça devrait être bon. Hop, voilà, on va passer jusque-là, voilà. Allez. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Warcraft a toujours été un de mes sujets favoris. Non pas celle écrite par les écrivains, les loristes de chez Blizzard, mais plutôt celle qui se raconte à travers les joueurs eux-mêmes, leurs actions, leurs interactions, leurs légendes. Et si parfois cela nous a offert de magnifiques pépites, vous allez voir dans cette vidéo que ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Aujourd'hui, on va parler de 1000 gnomes tout nus, d'un community manager qui pète littéralement un câble et d'un scandale qui aurait pu changer WoW à tout jamais. Trois histoires qui à première vue n'ont pas grand chose en commun mais qui sont pourtant intimement liées. Mais avant de vous parler de ces fameux 1000 gnomes à poil, un petit mot de notre sponsor du jour Non. et je veux bien sûr parler de Red tout nu. Voilà. Maintenant, c'est une gnome tenue. On a tous un jour ou l'autre connu ce sentiment étrange de se faire turbo
et à la douce lecture d'une nouvelle mise à jour d'équilibrage nous annonçant que notre classe de cœur s'apprête à recevoir le terrible marteau du nerf en pleine caboche. Et face à ça, plusieurs réactions sont possibles. Certains vont simplement accepter leur destinée sans broncher, tandis que d'autres, plus véhéments, vont redoubler d'imagination pour exprimer leur mécontentement. Aujourd'hui, les moyens de faire connaître son indignation, on les connaît. Inonder les forums officiels de posts que l'on peut qualifier de posts ouin-ouin, écrire son meilleur commentaire salé dans la section prévue à cet effet sur des sites tels que Wowed, ou encore apporter sa pierre à l'édifice via un message en 280 caractères maximum sur la poubelle de l'internet que certains appellent Twitter. J'adore Twitter en vrai, n'hésitez pas à me follow là-bas d'ailleurs. Mais lorsque l'on remonte le temps jusqu'à la bêta de World of Warcraft Vanilla en 2005, on peut rapidement se rendre compte qu'à cette époque, faire connaître son mécontentement n'était pas si facile. Les canaux de discussion entre joueurs et développeurs étaient bien moins développés qu'à présent. Et c'est ainsi qu'une sordide tradition est née. Et c'est à nos amis guerriers que nous la devons. À la fin du cycle de la bêta, une mise à jour d'équilibrage pour la sortie du jeu fait son apparition. Et dans cette dernière, un solide nerf vient frapper de plein fouet les valeureux joueurs guerriers. Mais il faut comprendre le contexte. À ce moment précis, les guerriers se sont déjà pris moult nerfs pendant la phase de bêta, alors que littéralement tout le monde pense que le guerrier est déjà nul à chier. Et oui, si vous avez joué à WoW classique, vous savez que le guerrier est un dieu absolu à ce moment précis. Mais je vous parle d'une époque où l'on ne savait pas vraiment jouer à WoW, faut dire ce qui est. Quoi qu'il en soit, Blizzard ne cédera pas face aux innombrables plaintes. Le guerrier est trop fort, il mérite son nerf, alors son nerf verra le jour comme prévu. Et c'est ici qu'un des premiers et des plus mémorables conflits entre les joueurs et les développeurs a vu le jour. Les guerriers ont plutôt bien porté leur nom et ont décidé de ne pas se laisser faire. Leur stratégie était simple. Ils allaient copier la strat qui est souvent adoptée dans ce genre de situation dans l'IRL et la porter directement dans le jeu. Ils allaient créer la toute première manifestation dans World of Warcraft. Et c'est ainsi que dans la nuit du 29 janvier 2005 sur le serveur Argent Dawn, une avalanche de gnomes niveau 1 commence à se répandre, formant une masse difforme de petits personnages tout nus se dirigeant à petits pas vers Forge. Cet événement, dont on se souviendra plus tard sous le nom de Million Gnome March, était alors lancé. Afin de pouvoir encadrer et diriger cette armée de nabos, les organisateurs de l'événement ont décidé de créer une guilde et d'y inviter les manifestants. Mais il y avait tellement de monde que l'interface de guilde n'a pas pu gérer toutes les invitations. Le bouton d'invitation a juste cessé de fonctionner. Bien sûr, l'événement n'a pas attiré que les guerriers mécontents. Certains voulaient juste y participer pour le fun, tandis que la population habituelle du serveur Argent Dawn est elle aussi venue voir de plus près cette mer de gnomes s'abattre sur Forgefer. Et comme on peut s'en douter, ce qui devait arriver arriva. Avec autant de joueurs dans une si petite zone, le serveur a commencé à patiner. Les déconnexions sont devenues de plus en plus fréquentes, l'instabilité a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à devenir littéralement injouable. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la manifestation a au moins eu un des effets escomptés, attirer l'attention de Blizzard, puisqu'au milieu de cette inondation de gnomes, un humain à robe bleue fit son apparition, le maître du jeu Xanan. Il a rapidement envoyé un message groupé à toutes les personnes se trouvant dans Forgefer, les encourageant vivement à se disperser, sans quoi des mesures disciplinaires pourraient être prises. Mais l'apparition et les menaces de ce MJ n'eurent aucun effet, si ce n'est d'encore plus exciter la foule. Tandis que Xanan continuait de demander aux joueurs de quitter le serveur, qui devenait d'ailleurs de plus en plus instable, Blizzard se rendit compte que les guerriers n'allaient pas si facilement baisser les bras. Ils prirent alors la décision d'arrêter manuellement le serveur. Quelques minutes de silence, puis les serveurs ouvrirent à nouveau leurs portes. Mais les manifestants prirent ça comme un affront, une solution technologique pour essayer de tuer la manifestation. Rien ne semblait pouvoir les faire partir. Et chaque minute passée attirait de plus en plus de joueurs dans la zone sensible, rendant l'expérience de jeu éclatée pour toute la population d'Argent Dawn. Xanan reprit alors les choses en main. Il envoya un nouveau message de groupe. Si vous êtes ici pour la protestation des guerriers, veuillez vous déconnecter et retourner jouer dans votre royaume habituel. Veuillez quitter cette zone. Si vous êtes ici pour perturber le jeu, votre compte va être suspendu immédiatement. Et c'est à ce moment qu'on a pu assister à un phénomène incroyable. Des dizaines de disparitions de gnomes,
puis de plus en plus. Et en quelques minutes, la Ouais, mais bon, voilà, quoi. quasi-totalité des gnomes mécontents Ouais, non. étaient de retour sur leurs serveurs habituels. Certains sont toutefois restés, bien sûr, et ils se sont bel et bien fait bannir. Les menaces de Xanan étaient bien réelles. Et bien que cette action fut controversée, certains affirmant que Blizzard n'a pas respecté le droit de se réunir, on ne peut pas non plus les blâmer. En toute honnêteté, Ouais, ils ont ça dépend. simplement appliqué une sanction afin de protéger les autres clients dont l'expérience de jeu était ruinée par ce phénomène. En tout cas, cette manifestation a réellement captivé l'attention de Blizzard, au moins quelques instants. Mais cela fut-il suffisant pour faire revenir Blizzard sur le nerf des guerriers? Eh bien non, le nerf fut maintenu. Elle eut par contre un tout autre effet, celui de faire comprendre aux autres joueurs que les manifestations de ce genre avaient bel et bien le pouvoir de captiver l'attention de Blizzard et de faire passer un message. Elle fut donc la toute première d'une longue série, et des dizaines ont suivi, tels que le Pali Rally de mai 2006 sur Lightbringer, afin que les paladins ne soient plus uniquement des machines à buff, le Dodge Shock des chamans en novembre 2007, l'Uvuros Invasion de début 2008, lorsque les démonistes ont décidé de kiter des saccageurs gangrenés dans Chatrat pour manifester contre le nerf du sort connexion, et bien d'autres. Cependant, chacune de ces manifestations ont toutes un point commun, celui de ne jamais avoir conduit à un terrain d'entente. Certes, cela permet d'attirer l'attention de Blizzard sur un problème, mais c'est perçu de la pire façon qui soit. En faisant ça, les joueurs ne gagnent aucunement la faveur des développeurs. Bien au contraire en réalité, et Blizzard l'a toujours dit. Le meilleur moyen de faire savoir son mécontentement, c'est de passer par les forums officiels. Et les forums, c'est là-bas qu'est née la légende de Tserik. Ok. Tserik. Les manifestations, c'est non. Ça, Blizzard l'a bien fait comprendre. Et ce, depuis le début. Une réclamation? Les forums officiels sont là pour ça. Sur le papier, ça sonne comme une bonne idée. Mais dans les faits, il y a un facteur qui n'est jamais pris en compte et qui pourtant est déterminant. Les forums sont remplis d'abrutis. Je suis navré, j'ai pas trouvé d'autre façon de le dire. Entre les trolls et les shitposters, la tâche est loin d'être simple pour les community managers, les employés de chez Blizzard chargés de s'occuper justement des forums. Surtout lorsque l'on remonte à l'époque de Vanilla et de Burning Crusade. La popularité du jeu est à son paroxysme. Le nombre de joueurs en pleine explosion. Et qui dit plus de joueurs dit aussi malheureusement plus d'abrutis sur les forums. Et même si le pourcentage de personnes déterminées à troller est très faible finalement par rapport au nombre de joueurs total, à ce moment-là, le jeu sur le forum, est si c'était populaire quand même, que la bataille des forums était perdue d'avance pour la petite équipe de community managers. En mai 2007, pour l'un d'entre eux, c'en était trop. Son nom, Tserik. On en sait finalement très peu sur lui, si ce n'est 3 choses. La première, c'est qu'avant de bosser chez... Il y a un remake de SNK derrière. Chez Blizzard, il avait déjà été community manager pendant 2 ans. La seconde, c'est ce qu'a écrit son collègue community manager Drogtool à son sujet. Tserik, c'est vraiment une bonne personne et en plus il possède une maîtrise incroyable de la langue anglaise. Et la troisième, c'est qu'il était particulièrement actif sur le forum de classe des chamans. Toujours là à répondre aux interrogations et aux inquiétudes des chamans avec humour. Autrement dit, c'est le dieu, hein. C'est un dieu des community managers, hein. Le mec fait son taf à fond. Certes, il se focus quand même sur une classe qui n'est pas... Voilà. Ce qui est pas fou, mais... Après, si c'est une classe qu'il aime ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Humour et bienveillance. Mais en mai 2007, on a pu constater un changement drastique dans sa personnalité, dans sa façon de répondre aux gens. Il ne prenait plus aucune pincette, il répondait sèchement et rentrait dans le jeu des trolls à 100%. On pouvait sentir que quelque chose avait changé. Et les chamans l'ont eux aussi ressenti, à tel point que désormais Tserik est directement dans le viseur des trolls. Et de nouveaux posts aux noms plus poétiques les uns que les autres sont créés, tels que Tserik égale connard ou encore tuer un Tserik de réaggro tous les Tserik dans un rayon de 40 mètres. Oui, les forums quoi. Et plus
Plutôt que Oh de non. les supprimer, de les ignorer ou d'y répondre avec humour et détachement comme est censé le faire un community manager, Ceric répondait avec véhémence et rentrait directement dans le conflit avec les différents auteurs de ses posts. Il était Oui, bah évident oui. que désormais les trolls l'atteignaient directement. Sa carapace de Dangereux, hein. community manager était sans le moindre doute fissurée. Mais le post qu'il a définitivement brisé apparaît quelques jours plus tard, lorsqu'un joueur nommé Irrelevance crée un sujet pour demander où est-ce qu'il peut signaler un community manager pour comportements et commentaires inappropriés. Malheureusement, ce jour-là, c'est Ceric qui a répondu. Il lui a répondu en envoyant l'adresse email prévue à cet effet, accompagné d'un petit bonne chance pour essayer de me faire virer. Mais certaines personnes l'ont pris comme un défi, comme un challenge, et ont Oh commencé non. à frapper de plus en plus fort sur sa carapace déjà abîmée, lui lançant des pics encore et encore, l'attaquant sur Lui, il s'est tout ce passé qui quoi? était connu de lui. Il s'est Ceric passé quoi? aurait dû les ignorer, mais il ne pouvait T'as pas, vu il Jonathan ne Dobzi? pouvait plus. Mais il s'est Vous ne passé pouvez pas quoi? comprendre ce que je vis. Jusqu'à ce que vous voyez des nouveaux joueurs aux yeux brillants venir sur les forums pour savoir quel spé ils devraient choisir et de les voir bafoués et chassés par des gens mesquins et égoïstes qui tirent simplement parti des nouveaux venus. Vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas tant que vous n'aurez pas à le voir quotidiennement pendant des années. En postant avec du Ah. recul, ils disent que vous vous en fichez. En ne postant rien, ils disent que vous les ignorez. En postant avec passion, vous incitez les trolls. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a qu'une lente dégradation. Oh Vous vous non. êtes retranché dans l'excuse du troll. Vous n'avez aucun but, vous n'avez aucun sens, vous n'avez C'est aucune dur. importance. Vous serez oublié. Ce fut les derniers mots de Ceric sur les forums. Les trolls avaient, selon toute vraisemblance, gagné cette bataille. Quelques jours plus tard, Blizzard annonce que Ceric ne fait plus partie de l'entreprise. C'était bien sûr un moment de Wow. célébration pour les quelques trolls qui en ont profité pour le narguer, C'est mais chaud. la plupart des joueurs ont applaudi son audace et son combat. Ce post a fait comprendre à beaucoup de monde que le métier de community manager était loin d'être le havre paisible que beaucoup imaginaient à cette époque. Tu Une m'étonnes. question reste toutefois en suspens. A-t-il été licencié ou est-il parti de son propre chef? Moi, je pense Eh qu'il est bien, parti de lors lui-même, d'une hein. sorte de FAQ organisée par un DCM en 2008, la question a été posée. Ceric, licenciement ou démission? démission, Et hein. voici ce que Drisk, le CM auteur de cette FAQ, a répondu. Si je te répondais, tu pourrais poser la même question de moi dès demain. Je crois qu'on a tous compris de quoi il s'agit, mais Wow, soit, on non. peut tout de même considérer que c'est une faute grave pour un community manager. On peut même se dire que fait le licencier. licenciement va lui permettre de travailler dans un environnement Déconne. plus sain et on ne peut que lui souhaiter de ne plus jamais avoir affaire à des trolls. Pour autant, l'histoire Non, par contre, c'est honteux, ça. Le mec a subi les trolls. Il a été là du premier jour jusqu'au dernier. Il était à fond. Ah, c'est un très bon community manager. Et lui, il s'est fait virer. Oh, Blizzard, c'est vraiment, mais vraiment. de Ceric prouve que Oh les là là. forums sont beaucoup plus un terrain de jeu pour les trolls qu'un environnement sain qui permet l'échange et qui offre la possibilité de se faire entendre en tant que joueur. D'autant que le départ de Ceric n'a rien changé, bien au contraire, il a Oui, non. permis de montrer aux trolls qu'ils avaient réellement ce pouvoir de faire du mal. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, en 2010, Blizzard a eu une superbe idée pour contrer ça. En fait, superbe idée, à vous de juger. Ok. Afin de contrer les trolls et de faire des forums l'espace d'expression bienveillant qu'il aurait mérité d'être, Blizzard Entertainment a trouvé la solution. L'implémentation du Real ID. Dites au revoir à Dark Legolas 66 et Sasuke Oblitération 92. Dites bonjour à Jean-Jacques Gontran et Jason Lamoulasse. Poster sur les forums, c'est oui, mais avec son vrai nom et prénom. Car d'après Blizzard, c'est l'anonymat qui engendre les trolls. Pour eux, supprimer le voile d'anonymat typique du dialogue en ligne contribuerait à un environnement plus positif. Je vais être honnête, l'anonymat, c'est pas forcément la meilleure des idées, mais c'est une bonne idée dans le sens que c'est une forme de liberté. Tu peux pas te permettre de tout faire. En gros, tu peux te permettre peut-être certaines libertés, il faut pas en abuser non plus. Mais justement, bah, avec l'anonymat, tu peux tout faire en fait. Sous couvert d'anonymat, tu peux devenir la pire personne. J'en parlais sur Twitter, sur le compte perso par rapport à ShareStream, que sous couvert d'anonymat, les gens se foutaient de lui parce que bah ils le trouvaient pas à leur goût, etc. Et je trouve pas ça correct. Et
et sous couvert d'anonymat, en fait, ils sont plus permis de dire tout ça. Alors lui dit, voilà, lui à force, voilà, il prend plus ça en compte, mais ça reste pas correct, quoi. Ça reste pas correct. Mais enlever l'anonymat, c'est pas forcément une mauvaise idée non plus, hein. Sur les forums, favoriserait des conversations constructives et connecterait la communauté de Blizzard d'une toute nouvelle façon. Bien sûr, ça va dans les deux sens, donc les posts bleus, c'est-à-dire créés par des employés de Blizzard, seront eux aussi accompagnés de la réelle identité du posteur. Et là, c'est le drame. Autant vous dire que les joueurs n'étaient pas tous d'accord. En réalité, très peu l'étaient. Car certes, l'anonymat protège les trolls, mais il protège aussi tous les autres joueurs. Bah oui. On sait ce que vivent par exemple les filles sur les jeux vidéo. Beaucoup d'entre elles n'ont aucune envie de dévoiler leur genre aux yeux de tous et que ça puisse les suivre dans le jeu. Pour beaucoup, WoW est un échappatoire, un monde dans lequel on peut choisir d'être qui on a envie d'être. Alors, briser cette barrière avec la vie de tous les jours, c'est clairement pas une nouvelle qui ravit les joueurs. Les protestations ont commencé à fuser de toutes parts. Le move de Blizzard d'essayer de réduire au silence les trolls était un pas en avant, mais il était hors de question que cela se fasse au détriment de l'anonymat de chacun. Alors que la discussion s'envenimait de plus en plus, un employé de Blizzard a tenté un move plutôt audacieux. En guise de bonne volonté et pour prouver que ce système de Real ID sera clairement positif pour cet environnement, il a donné son nom et son prénom, Mika Whipple. Et ce bon vieux Mika, je crois qu'il a donné son nom Attends, quoi? et son prénom, Mika. C'est triste. C'est le mec qui a dit, ouais, si je vous disais pourquoi le mec est parti, je serais moi aussi plus là. Whipple. Et ce bon vieux Mika, je crois qu'il a un peu sous-estimé l'ardeur des joueurs de WoW lorsqu'ils Non, sont mais- mécontents. Car en quelques minutes, et j'ai bien dit minutes, une personne a répondu sous le post de Mika en postant des tonnes d'informations personnelles le concernant, y compris son numéro de téléphone, les noms et prénoms de tous ses proches et même son adresse. Mika a dû instantanément supprimer son post. Et selon moi, ça aurait dû s'arrêter là. Ça aurait dû prouver à Blizzard que ce programme de Real ID n'allait faire qu'envenimer les choses. Et même potentiellement engendrer bien plus grave que des trolls sur les forums. Malheureusement, Blizzard est resté sur ses positions. Et c'est ici qu'une des affaires les plus glauques de l'histoire de World of Warcraft a débuté. Un groupe de joueurs s'est rassemblé afin de trouver une solution. Et il fallait qu'ils la trouvent au plus vite avant que Blizzard ne mette ce système en place. Donc autant vous dire que le nom de code de cette opération, c'était pas Bienveillance 3000. Leur stratégie, une sorte de chasse aux sorcières dirigée directement vers les employés de Blizzard. Ils ont entrepris de créer un site web cataloguant des tonnes d'informations personnelles sur les employés, en précisant à de nombreuses reprises sur le site que toutes les informations publiées sont des informations publiquement disponibles, trouvées en ligne en commençant par la seule connaissance d'un nom et d'un prénom. C'était effrayant. En si peu de temps et en se basant sur si peu d'informations, juste le nom de la personne, les informations qu'ils ont pu récolter, c'était terrifiant. Et il est clair que leur stratégie était loin d'être la plus honorable. Et ne vous Ouais. méprenez pas, je ne vante en aucun cas les mérites de ces joueurs. Car la divulgation de données personnelles, c'est déjà très illégal. Mais Putain, cette c'est vilaine Vidox. stratégie a, semble-t-il, payé. Les joueurs ont remporté cette bataille, car le Real ID ne verra jamais le jour. Blizzard a annoncé quelques jours plus tard dans un communiqué que ce ne sont pas les attaques contre leurs propres employés qui les a fait changer d'avis, mais bel et bien le mécontentement de la majorité des joueurs. Le fin mot de l'histoire, on ne le saura jamais, mais le résultat, lui, est bel et bien là. Je pense que voilà, hein, ils ont vu Messieurs, que dames, j'espère que ces trois petites histoires ils ont vu ça pour être dangereux. Mais ils ont arrêté. Allez, on va partager. Bien entendu, je vous mets ça dans le chat. Hop. Je mets ça dans le chat, bien entendu, comme d'habitude, 3 fois. Voilà. Non, franchement, assez étonné, hein. Ouais, franchement. C'est perturbant comme situation. Et bah allez. On est parti pour Messieurs, le dames, joueur le plus Plokus célèbre. Maximus. On est parti pour le joueur le plus célèbre de World of Warcraft.
Bien entendu, continuer à avoir une boisson, un truc à manger, on y va. Messieurs, dames, Plopus Maximus. En près de 17 ans d'existence, World of Warcraft a permis à de nombreuses personnes d'atteindre gloire et succès. Certains grâce à leur niveau de jeu inégalable, un peu comme moi, et d'autres grâce à leur humour corrosif. Mais en termes de notoriété, nul ne peut rivaliser avec la personne dont on va parler aujourd'hui. Ceci est l'histoire d'un joueur lambda devenu une légende absolue, mais surtout comment la légende qu'il a créée l'a littéralement écrasé, ne laissant de lui que quelques miettes. C'est pas rare en vrai. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Leroy Jenkins. Mais avant, je sais que vous le savez, c'est la petite minute sponsoring avec Red Shadow Legends. Mais cette fois-ci, plutôt que de vous présenter... On y va. Désolé, mais on passe tout ça. Nous sommes en 2005, lorsque la guilde Pals for Life, les copains pour la vie, décide de se lancer à corps perdu dans le sommet du Pic Roche Noir. Le tout premier mini-raid de WoW Vanilla. Le sommet du Pic Roche Noir était loin d'être la destination de rêve pour les aventuriers de l'époque. Tout le monde avait les yeux rivés sur les deux gros raids. Les raids à 40 joueurs, le cœur du magma et le repère d'Onyxia. Mais si les Pals for Life se contentaient du mini-raid, c'est pas sans raison. Ils étaient victimes de ce que beaucoup de jeunes guildes vivent, un problème d'effectifs. Pas évident d'attirer l'attention de nouvelles recrues lorsque l'on n'a encore rien pu Normal. prouver. Mais leur stratégie pour pallier à ce problème ne fut pas d'emprunter la voie classique du recrutement, qui consiste à se rendre dans l'une des capitales et bombarder les différents canaux de discussion avec une annonce de recrutement. Non, ils avaient une toute autre idée en tête. Leur plan de jeu, quelque peu inspiré par les effluves de la liqueur de Malte consommée ce soir-là, était de profiter de l'ambiance assez folle qui caractérisait cette guilde pour en faire une petite vidéo afin, avec un peu de chance, d'attirer quelques joueurs pour consolider leur effectif et peut-être même envisager de pouvoir commencer les raids dignes de ce nom, les raids à 40 joueurs. Et leur plan de jeu, vous le connaissez, créer cette vidéo. Créer la vidéo. C'est 2 minutes et 51 secondes historiques où l'on peut voir les différents membres établir une stratégie bien précise pour le combat qui s'apprête à suivre, lorsque tout à coup, revenant sur son PC après avoir fait réchauffer son KFC, ce cri de légende résonne dans le sommet du Pic Roche Noir. Initialement posté sur les forums officiels de WoW, puis sur d'autres plateformes d'hébergement de vidéos, histoire de Vimeo. maximiser le nombre de recrues potentielles, la Vimeo, on en a jamais parlé. Ça a jamais été vraiment connu. Mais pour moi, c'était celui qui en premier avait potentiel. Voilà, je le dis. Je croyais pas en Dailymotion ni en YouTube, je croyais en Vimeo. machine était lancée et personne n'allait pouvoir l'arrêter. Il faut tout de même comprendre qu'à cette époque, WoW est de loin le jeu le plus populaire. Et en seulement quelques semaines, Leroy s'est propagé sur la quasi-totalité de l'internet. N'importe quelle personne Normal, non, Minecraft n'existait pas. Voilà. traînant un peu sur le net ou dans le milieu du jeu vidéo à cette époque en a au moins entendu parler. Soit GG. parce qu'on leur a envoyé la vidéo, soit parce qu'ils ont eux-mêmes été victimes Et du Leroy Jenkins. Car voilà. oui, la fièvre Leroy est peu à peu devenue une phrase du quotidien, voire même un terme à lui seul qu'on va employer lorsqu'un joueur ou une personne fonce toute seule dans un grand groupe d'ennemis. Des chiffres seront peut-être plus parlants. 17 millions de vues sur Ah le oui. site Warcraft Movies, 47 millions de vues sur la vidéo originale sur YouTube, 18 millions sur la vidéo repostée en HD en 2014, sans compter les tonnes de fois où elle a été repostée avec sous-titres en telle ou telle langue, atteignant très souvent le million de vues au minimum. Quelques mois seulement après sa sortie, elle est déjà dans le top des vidéos les plus vues de YouTube. Non pas pour la section WoW, mais pour l'entièreté de la section gaming de la plateforme. Mais si Leroy Jenkins est devenu le joueur de WoW le plus célèbre du monde, c'est aussi parce que la vague Leroy ne s'est pas arrêtée aux confins d'Azeroth, ni même à ceux d'internet. Et elle a fait ce que très peu ont réussi à faire, prendre son envol jusqu'aux médias traditionnels. Ça a commencé par une simple Quoi question sur l'émission télévisée de Jeopardy. Mais très vite, le phénomène prit une ampleur incontrôlable, car les films et les séries Quoi télévisées s'en sont emparés. How I Met Your Mother, Minus et Cortex, Workaholics, The Daily Show, South Park, Toyota pour une pub, Earl, Family Guy et même objectivement la meilleure série de tous les temps, Scrubs. Et oui, c'est forcément objectif car j'ai dit objectivement au début de ma phrase. À ce stade, tout le monde connaissait Leroy Jenkins. Objectivement, Outer Wilds, le meilleur jeu du Personne monde. souhaitait Voilà. partager quelques instants de jeu avec le créateur de ce phénomène directement en Azeroth. Il reçut donc la visite d'aventuriers parfois un peu collants,
mais surtout des dizaines de messages le remerciant pour cette C'est bon. barre de rire offerte gratuitement sur internet. Et c'est ainsi qu'il put réellement ressentir les premiers effets du phénomène qu'il a engendré. Mais comme toujours avec la popularité, le revers de la médaille ne se fait pas désirer, car d'autres ne le voyaient pas sous un œil si bienveillant. Et les quelques messages et visites bienveillantes ont doucement laissé place à un bombardement de messages privés. Certains toujours bienveillants certes, mais d'autres pas du tout. Il va aussi commencer à recevoir la visite de nombreux trolls, qui soit le suivaient sans cesse dans le jeu, soit l'empêchaient de jouer ou pire, s'amuser à le tuer en boucle et à poster ça sur YouTube. Son serveur, qui va m'être très difficile à prononcer, Laughing Skull, commençait à être saturé de joueurs jusqu'à créer ce que tout joueur de WoW redoute le plus. Et non, je ne parle pas de revivre l'extension Warlords of Draenor, je parle des files d'attente. Et c'est à partir de là que la pression du monstre qu'il a créé se fit de plus en plus forte pour l'homme derrière le même. Et pour vous en dire un peu plus, je vais laisser la parole à mon ami Agorn. Chers amis, bien le bonjour. Dites-moi, est-ce que ça vous dirait de connaître mon rôle à moi dans cette vidéo? Quelle que soit votre réponse, je vais m'empresser de vous le dire. Littéralement, je vais entamer la destruction de l'image que vous vous faisiez du gentil petit Leroy Jenkins. Ou pour être plus précis, vous introduire tout doucement au sein de la relation pour le moins compliquée qui unit ce qui était à la base un banal joueur de World of Warcraft à son personnage devenu icône des internets. Lui, c'est Ben Schulz. Et vous vous en doutez, c'est lui l'homme derrière ce cri iconique. Normal. Invité à de nombreuses BlizzCon, interviewé dans bon nombre de vidéos, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous connaissez ce doux visage. Pourtant, nous sommes d'avis dans cette salle que cette once de notoriété qui caresse notre cher Ben n'est qu'une miette à côté de ce qu'il mérite. Accrochez-vous donc bien car je vais ici tenter de vous faire ressentir à quel point ce même légendaire du MMORPG a littéralement balayé la personne qui l'interprète. Et pour entamer notre propos, tâchons d'évaluer un petit peu le poids de cette renommée. Décembre 2017, la nouvelle tombe. La célébrissime, que dis-je, la légendaire vidéo mettant en scène la guilde Pals for Life n'était autre qu'un fake. Comment le savons-nous? Eh bien tout simplement car l'auteur de la vidéo originale nous a ressorti une pépite, un véritable vestige du passé. Un extrait nous montrant les coulisses, les prises ratées des carabistouilles de Leroy Jenkins. En vérité, la vidéo ressemble à s'y méprendre à l'original. On se rend rapidement compte en la voyant que tout avait été scripté et que peut-être sous la pression de cette question permanente de est-ce que tout... Alors, par contre, que ça soit scripté ou non, on s'en tape. Ce qui a fait rire les gens, c'est le cri, pas que ce soit instantané. Ou plutôt que ça a l'air instantané d'un cri. On s'en fout que ce soit scripté. La finalité, c'est que ça a fait rire. Son auteur a fini par craquer et nous a balancé ça dans un dernier souffle de rédemption. Sauf que je ne sais pas pour vous, mais moi, que tout ceci soit une mascarade ou non, je m'en fous. Comme dirait Alexandre Astier, tout ce qui compte, c'est ce qui est juste et ce qu'il ne l'est pas. Ou un truc du genre. Et la vidéo de Leroy, juste, elle l'est. Elle parodie à la perfection les guildes de l'époque, elle est drôle et dans tous les cas tellement déjà légendaire qu'absolument rien ne pourrait venir entacher son image. Ce n'est pas compliqué, autant on peut en vouloir aux créateurs d'avoir fait planer le doute, autant Leroy reste Leroy. On peut haïr ses créateurs de l'avoir en quelque sorte fait passer pour quelque chose de réel, mais il est d'ores et déjà trop tard tant l'image du personnage est maintenant devenue trop importante pour disparaître. Et ce ressenti qu'on a, il souligne un point important. Globalement, on se moque des mecs qui ont fabriqué tout ça. Que ce soit Ben Schulz ou le type qui a filmé, en fait, ils sont littéralement éclipsés. Il y a un petit côté débunkage de théorie du complot assez satisfaisant en fait, et voir Ben Schulz dans une BlizzCon fait plaisir car on est fan Vorvald m'a tué. de la vidéo originale, mais globalement ça s'arrête là. La question légitime serait donc, pourquoi en fait? Pourquoi Ben Schulz a autant été évincé? En réalité, tout ceci est assez bizarre, car Leroy est presque devenu un personnage à part entière, genre comme Thrall ou Jaina, et non le reflet d'un joueur de World of Warcraft. Alors que c'est pas du tout logique en soi. Je veux dire, difficile de dissocier Iron Man de Tony Stark. Et même pour le gars, je veux dire, le minimum c'est quand même un peu de reconnaissance. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on dissocie vraiment l'homme de la légende. On pourrait, en guise de métaphore, imaginer que la boule de neige que vous auriez lancée dévale la pente et se mette à grossir, mais qu'au final, tout le monde oublie que c'est vous qui en êtes à l'origine. La boule devient une entité à part entière. En soi, vous entendez les gens parler sans cesse de ce que vous avez créé,
vantant ses mérites, mais vous êtes un peu invisible. Comme a pu le dire Combo, Leroy Jenkins est littéralement exporté un peu partout. Mais il aura fallu attendre 2017 pour que ses créateurs mettent un peu la lumière sur eux grâce à la seconde vidéo. Là où certains youtubeurs se battent pour se défaire de leur image de scène, comme Antoine Daniel qui semblait souffrir à une époque qu'on le prenne constamment pour le personnage qu'il incarne dans What the Cut, ici c'est totalement l'inverse. Leroy Jenkins appartient à la culture vidéoludique, il en est carrément un morceau, et Ben Schulz n'est ni plus ni moins que son géniteur. Finalement, on pourrait presque trouver ça juste mélancolique. Un jour, un groupe de potes met en scène un truc rigolo sur leur jeu préféré, un des gars se démarque particulièrement pour sa personnalité, la vidéo est postée, elle marche bien et c'est cool. Ben devient le père d'une légende, cette légende se transmet de main en main telle la flamme olympique et brille dans le cœur de chaque joueur, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On est au début des années 2000, difficile d'exploiter un buzz comme on le ferait aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, personne n'est vraiment fautif. Sauf que moi, je connais une entreprise avec un petit logo bleu qui a peut-être influé légèrement sur tout ça. Je veux bien sûr parler de Blizzard. Puisque Leroy est devenu un personnage à part entière du jeu pour certains, autant le graver dans la roche. Et bien, c'est tout bonnement ce qui est arrivé. Déjà, en ajoutant officiellement le personnage de Leroy, que ce soit dans WoW ou dans Hearthstone. Mais surtout en s'appropriant le contrôle de ce fameux personnage. Et je vous entends déjà venir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Blizzard rend hommage à ses joueurs. T'as cru, toi, il y avait tout de mal à ça? C'est son personnage à lui, c'est pas le personnage de Blizzard. À ses créateurs de contenu, et j'imagine que Ben Schulz n'est pas resté en reste et que cela a été donnant-donnant. Ouais, bah je suis pas de cet avis, chers amis. Je vais refiler le bébé à mon acolyte du jour et vous allez voir que même si c'est vous qui créez un machin sur un jeu, bah vous n'en êtes pas vraiment le propriétaire. Ça, c'est certain. Mais lorsqu'un mème est propulsé sur le toit du monde, il n'est pas rare d'en voir les propriétaires essayer de le monétiser. Et ça date pas d'aujourd'hui en réalité, puisque les Pals for Life ont eux aussi senti le bon filon. Ce cri qui résonne dans les écoles jusque dans les églises, c'est certainement une mine d'or potentielle. Ni une ni deux, ils se sont empressés de mettre le script de la vidéo originale sous copyright et de créer la société Leroy Jenkins Entertainment. Le projet commence alors par un site sur lequel sont mises en vente... Laissez-moi deviner, ils ont mis Leroy Jenkins Entertainment, et Leroy Jenkins c'est un personnage maintenant de World of Warcraft, donc tu ne peux pas le prendre. Des t-shirts à l'effigie de ce bon vieux chargeur décérébré. Les toutes premières commandes se font, mais c'est ici qu'intervient l'entreprise que beaucoup adorent détester, j'ai nommé Blizzard. Un petit email de l'équipe juridique arrive dans la boîte mail, et c'est la première fois que Ben et les Pals for Life allaient se heurter à un boss contre lequel aucune stratégie n'est possible. Car ce mail les informe de l'impossibilité totale de breveter le nom Leroy Jenkins sans l'accord de Blizzard. Et cet accord, vous vous en doutez, ils ne l'ont pas. Car quand il s'agit d'inviter Ben à la BlizzCon, il n'y a aucun souci, mais dès qu'on commence à parler argent, les relations sont très vite plus tendues. Voilà. Car en réalité, Blizzard avait eux aussi pour projet de monétiser ce mème de légende. Et après avoir empêché les hommes derrière le mème de le faire, eux ne s'en sont pas privés. C'est une folie. Dans le TCG, le jeu de cartes World of Warcraft, une superbe carte épique à l'effigie de Leroy est implémentée. Par la suite, c'est une figurine Leroy qui sera vendue par Blizzard. Puis plus tard, c'est dans Hearthstone qu'il fera son apparition sous la forme d'une carte légendaire. Et enfin, directement dans WoW, à plusieurs reprises, sous la forme d'un haut fait dans la nouvelle version du BRS et d'un compagnon de fief pendant l'extension Warlords of Draenor. Et bien sûr, le tout sans que Ben Schulz ne reçoive la moindre forme de compensation financière. Pour tout vous dire, le personnage de Leroy implémenté dans WoW n'était initialement même pas doublé par Ben lui-même. C'est lui qui a dû faire la démarche de contacter Blizzard pour leur dire « Hey les gars, vous abusez un peu quand même là, laissez-moi au moins doubler le personnage que j'ai créé. » Et il a bien eu raison de le faire puisqu'ils ont tout de même accepté. Cela étant dit, à ce moment-là, aux yeux du public, tout va... C'est ouf comme chaque vidéo de combo me fait détester de plus en plus WoW. Enfin, pas WoW, Blizzard. Heureusement, maintenant je dissocie WoW de Blizzard parce que WoW a été racheté par Microsoft, donc c'est plus un si gros problème. Peut-être. Meilleur des mondes. Ben est souvent invité à participer au BlizzCon et aux différents événements de Blizzard. Il est en quelque sorte une mascotte que tout le monde connaît et qu'ils n'ont pas besoin de payer, mais on peut tout de même sentir que les relations sont tendues. Et la cloche sur le pompon du gâteau de la cerise, c'est le film Warcraft. Vous souvenez-vous du moment dans le film où l'on aperçoit Ben incarner son propre personnage Leroy Jenkins? Non,
Ah ben c'est normal puisqu'il a été coupé au montage. Et je vous dis ça avec le sourire, mais en réalité je trouve que c'est super triste pour Ben et super dommage pour nous. Attention, je sais bien que ça arrive et que le monteur est obligé de faire des choix pour que le film ne dure pas 4 heures. Mais lorsque je suis allé voir le film le jour de sa sortie au cinéma, le public était en folie à la simple apparition d'un Murloc à l'écran. Ça applaudissait de toutes parts. Alors j'imagine même pas l'euphorie que ça aurait provoqué s'ils avaient conservé Leroy dans le film. Et entre vous et moi, la vidéo aurait dû s'arrêter ici. Abonnez-vous, tout ça, mais pendant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur quelque chose d'assez troublant. J'ai longuement hésité avant d'en parler parce que Blizzard a déjà ses problèmes et honnêtement tirer sur l'ambulance, j'y vois pas d'intérêt. Mais je me dis que puisque personne ne regarde les vidéos YouTube en entier et que nous sommes sur la fin, donc en petit comité, d'ailleurs pour le prouver, je vous invite à accompagner votre commentaire du mot pédiluve si vous êtes arrivé jusqu'ici. Bref, on va quand même aborder le sujet. Êtes-vous familier avec le terme de whitewashing? Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, vous allez très vite comprendre sans même que je vous explique. Ça, c'est le personnage original créé par Ben Schultz en 2004. Et ça, c'est la dernière illustration en date faite par Blizzard. Je suis persuadé qu'au jeu des 7 différences, il y en a au moins une qui vous saute aux yeux. Ce personnage, initialement créé avec la peau foncée, a graduellement, au fil des années et des représentations du personnage, été rendu de plus en plus blanc, jusqu'à devenir aussi pâle que moi qui n'ai pas vu le soleil depuis la sortie de Shadowlands. Alors pourquoi? J'en sais rien. Une chose est sûre, la représentation qu'aujourd'hui tout le monde se fait de Leroy Jenkins est nettement différente de celle imaginée par son créateur Ben Schultz lors de la création de son personnage. Et ça, de 1 pour Ben, c'est pas cool, et de 2, éthiquement, de la part de Blizzard en tant qu'entreprise, ça l'est encore moins. Malgré tout, Ben ne semble pas leur en tenir rigueur. Les relations semblent s'être apaisées puisqu'on peut l'apercevoir dans la vidéo d'anniversaire des 15 ans de WoW. Du côté des Pulsar Live, pour ceux qui se demandent, et bien après quelques années, la hype laissant tout doucement place à l'ennui, ce projet arriva à son terme. Et le légendaire personnage de Leroy semble lui aussi Attends quoi? Malgré tout, Ben mort dans la vidéo d'anniversaire des 15 ans de WoW. Du coup, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou à très vite sur Twitch. La vidéo des 15 ans? Attendez, je veux voir ça. Je veux voir ça, moi. J'ai envie de voir ça. Ça a l'air fou. Donc, bien entendu, je vous les mets dans le chat. Au... Aux 15 ans. Ok. Everyone, a toast to 15 years of World of Warcraft. We met many years ago upon a dusty road. You, a humble priest, and me, a feeble rogue. We were the weakest of the weak, the lowest of the low. But when we fought together, our legend did grow. We battled our way from Blackrock Spire to Molten Core. Took 40 hours for Ragnaros and only wanted more. Our days of being weak are firmly in the past. And now our shields are stronger, our bonds are built to last. Ok. So whether you're for the Alliance or if you're for the Horde, it's time to toast to 15 years. Everyone raise your sword. No enemy can defeat us. There's no battle we can't win. When we crunch the numbers, stand together and stand together and Ok, style. I have a little news for you. Something of a treat. Are you ready to travel a Lazaroth on your own 2 feet? We're going back to a place where anything can kill ya. So polish your shield, sharpen your axe. We're going back to the net. GG. C'était à combien de temps? Il y a 4 ans? C'est les 20 ans cette année. Pour les 20 ans, pour le jour des 20 ans, peut-être que je jouerai. Peut-être. Lors de
Lors de la période estivale 2021, les serveurs Final Fantasy XIV étaient saturés, avec plus de 24 millions de joueurs actifs. Quoi ? Et pourtant, à sa sortie, le jeu fut un échec absolu. Alors comment ce jeu a-t-il pu renaître de ses cendres? Comment sommes-nous passés de ça à ça? Mais surtout, quelle est la folle Stylé. histoire derrière sa résurrection? Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais comme vous le savez peut-être, j'ai des petits liens d'affiliation pour Final Fantasy XIV disponibles en description, donc si vous souhaitez tester le jeu gratuitement jusqu'au niveau 60 ou encore acheter la prochaine extension sans payer plus cher et tout en soutenant la chaîne, n'hésitez vraiment pas. Si vous passez par ces liens, vous êtes des légendes absolues, alors un grand merci. Cela dit, revenons aux prémices de ce MMORPG et à son légendaire échec. Mais pour le comprendre, il faut revenir 16 ans dans le passé. Alors pour mon lien avec FF14, je sais que c'est un bon jeu. Enfin moi, de ce que j'ai entendu, c'est un bon jeu. Et pour la licence FF, je suis un peu familier, mais pas tellement non plus, on va dire. Je connais globalement FF4. En fait, globalement, je connais à peu près tous les FF, mais de nom et pas vraiment de jeu. J'y ai pas joué, voilà. Attendez, je vais juste te faire le plein de nourriture. Ne vous inquiétez pas, je suis là, hein. Ça va, je vais pas loin parce que c'est à côté. Voilà. Voilà, quand je me dis que j'allais pas loin, j'allais pas loin. Allez. Et voyager de l'autre côté du monde. Nous sommes en 2005 Il me semble que FF14 avec Notice, hein, je crois. au Japon et l'industrie du jeu vidéo y est florissante, avec une part de plus de 50% du marché mondial. Le pays du soleil GG. levant est clairement sous le feu des projecteurs, avec des titres tels que Metal Gear Solid 3, Animal Crossing, Kingdom Hearts 2, mais surtout Final Fantasy XI. Aussi connu sous le nom de Final Fantasy Online, le MMORPG de Square Enix Ok. est à son prime, avec plus de 500 000 joueurs à travers le monde et 4 extensions au total depuis sa sortie. Le jeu cartonne. Faut comprendre qu'à cette époque, développer un MMORPG, c'est déjà peu commun. Mais alors un qui soit jouable sur PC et console, c'est pour ainsi dire du jamais vu. Mais cette année-là, lors de l'E3, un des plus grands salons du jeu vidéo au monde, Square Enix s'apprête à lâcher une bombe. Un Alors. nouveau MMORPG basé sur la licence Final Fantasy va voir le jour, avec à sa tête Hiromichi Tanaka, producteur d'FF11, Nobuaki Komoto, directeur d'FF11, et Yaeko Sato, scénariste principal pour, vous l'aurez deviné, FF11. Le nom du projet, Rapture. Il n'y a pas un FF qui actuellement est bon. Plus rien pendant 5 longues années de développement. Et c'est en 2010 que la phase alpha de Rapture, finalement renommée Final Fantasy XIV, voit tout doucement le jour. Les premières clés alpha sont naturellement envoyées aux joueurs d'FF11, puis la phase bêta Logique. ouvre ses portes. Et de plus en plus de questionnements sur la qualité du jeu se font entendre. Mais c'est une phase bêta, pas de quoi s'emballer. Oui, c'est 30 septembre 2010, pas vraiment la les fin, quoi. serveurs ouvrent officiellement leurs portes. Ok. Et le successeur spirituel de Final Fantasy XI enregistre de très bonnes ventes pour sa sortie, se plaçant deuxième dans les ventes jeux PC au Japon, juste derrière Civilization V et devant StarCraft 2. Mais C'est dur de rivaliser avec Civilization au Japon, surtout. Et globalement dans le monde, c'est dur de rivaliser avec un Civilization. Par contre, StarCraft, respect. très vite, des voix se font entendre. Les joueurs sont très mécontents. Le jeu Oh. est quasiment injouable avec plus de 400 crashs par jour. Et ceux qui arrivent tant bien que mal à jouer s'offusquent d'un système de combat fort peu intuitif, d'une interface utilisateur bancale et d'un certain manque de contenu en général. Pour vous donner quelques exemples plus précis, le jeu ne disposait ni d'auto-attaque, ni de système de saut. Les races y étaient exactement les mêmes que sur FF11, mais avec des noms différents. Et je suis obligé
obligé de mentionner les pots de fleurs, qui sont devenus un mème. En fait, ces fameux pots contenaient près de 1000 polygones, soit autant qu'un personnage jouable, ce qui surchargeait lourdement les serveurs et provoquait de lourdes chutes de FPS pour les joueurs. Pour pallier à ça, Ah, ils ça, ont c'est dû l'optimisation à la con, implémenter ça. un système afin que seulement 20 personnages maximum soient affichés en même temps sur l'écran d'un joueur. Pour un MMORPG, c'est plutôt cocasse. Mais alors, quelles sont les raisons de cet échec? Car FF14 n'avait pas que des mauvais points, loin de là. Eh bien, je vais vous dire, FF14, c'était le Burger Bis. Il y a de ça quelques mois, sur Twitch, on s'est tapé un délire. On s'est dit, tiens, si on allait chercher chaque élément considéré comme étant le meilleur dans chaque fast-food et qu'on assemblait le tout dans un seul et même burger, ça créerait forcément le burger parfait, le burger ultime. Alors un soir, je suis monté dans ma petite voiture pour tout aller récupérer. Voilà. J'ai allumé mon stream, fait l'assemblage et le résultat... Très franchement, c'est pas très bon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est exactement le problème d'FF14. Des éléments qui... C'était évident que ça allait se passer comme ça. On va prendre 3 exemples différents. Le Big Mac, ce qui en fait sa réputation, c'est sa sauce. Mais sa sauce, c'est pas dissociable de ce qu'il y a à côté. Alors, entendu que le Big Mac sur sa sauce n'est qu'un sandwich comme un autre, mais tout ce qu'il y a autour, bah, c'est ce qui fait que c'est un très bon burger. Maintenant, t'enlèves la sauce, enfin plutôt, t'enlèves les ingrédients autour de la sauce, bah, ça sera pas forcément ultra bon. Ou plutôt, ça sera pas du niveau d'un Big Mac. On va aller chez chez un concurrent, le Whopper. Ouais, le Whopper, nous, ce qu'on aime dans Burger King, c'est le côté un peu grillé, c'est le côté un peu grillade, c'est le côté un peu barbecue. C'est le côté grill. Le problème, c'est que si tu prends juste le burger, si tu prends juste le steak, bah t'as le côté grill, mais t'as moins de goût, t'es pas sur un Whopper. Et maintenant, on prend le dernier concurrent, KFC. KFC, ce qui en fait sa renommée, c'est Tenders. Parce que si tu prends un Tenders, bah, enfin plutôt le Tenders dans un sandwich, et bah, ça va pas être faux, quoi. Donc oui, c'était évident que ça allait se passer comme ça. C'était évident qu'au combo, en faisant le mélange de tout ça, elle allait pas trouver ça bon. individuellement étaient excellents, mais qui mis ensemble ne fonctionnaient juste pas. Les graphismes étaient magnifiques, mais peut-être un peu trop pour un jeu massivement multijoueur. Les cutscenes y étaient d'une qualité irréprochable, même pour les standards de nos jours. Le système de combat intéressant, mais certainement trop peu dynamique pour un MMO. En fait, le développement était fait par de petites équipes très talentueuses individuellement, mais qui ne bossaient pas réellement les unes avec les autres. Ainsi, lorsque tout fut mis en commun, le résultat n'était pas du tout satisfaisant. C'est vraiment pas ouf. Et attention, il serait trop facile de blâmer uniquement le duo Tanaka-Komoto à la tête du projet, car ils sont tous deux loin d'être mauvais. On parle quand même des deux têtes derrière FF11 qui fut un succès incontesté. Mais c'est justement en partie ce succès passé qui les a quelque peu handicapés dans la création d'FF14. Ouais, Car tu dois faire s'il mieux. est déjà difficile de faire en sorte qu'un MMORPG soit une réussite, il est encore plus difficile de reproduire l'exploit. Ainsi, l'ombre d'FF11 a lourdement pesé sur le développement d'FF14. Et il n'est pas rare d'entendre les gens dire que le jeu est simplement un FF11 2.0. Sauf que depuis la création d'FF11 en 2002, le genre du MMORPG a tout de même été largement bousculé, et notamment par World of Warcraft qui a chamboulé les standards de l'époque, et par extension, les attentes des joueurs. Au bout de quelques semaines, les premières reviews tombent et font l'effet d'une bombe. Le jeu est une catastrophe. La note métacritique s'élève à 49 sur 100, ce qui en fait le très Final moche, hein. Fantasy le plus mal noté de l'histoire. Afin de temporiser le courroux des joueurs et d'éviter un exode trop massif, Square Enix décide de suspendre les prélèvements d'abonnements mensuels le temps de réparer le jeu. Mais à chaque fois qu'un bug est corrigé, un autre apparaît. Les fondations sont juste mauvaises. Le nombre de joueurs descend alors en flèche et FF14 devient un gouffre financier sans limite pour Square Enix. Il leur fallait prendre une décision et stopper l'hémorragie au plus vite. Et leur plan de jeu tenait en 2 mots: Naoki Yoshida. Yoshida, ça me dit un truc.
Seulement quelques mois après la sortie officielle du jeu, FF14 est une machine à brûler les billets. Mais il s'agit tout de même d'un Final Fantasy. Et l'abandonner si tôt serait un grand coup de massue dans la réputation de cette licence. Chez Square Enix, ils vont alors tenter un coup de poker. Ils vont réfléchir à un membre du studio qui pourrait être l'homme de la situation. Et très vite, le nom de Naoki Yoshida se fait entendre. À seulement 37 ans, il est déjà reconnu comme un leader charismatique, doté d'une volonté sans faille de satisfaire les clients. Il est actuellement en poste sur la conception de Dragon Quest X, mais il est aussi connu pour être un gros joueur de MMORPG. Et c'est ainsi que Yuichi Wada, le président de Square Enix à cette époque, lui soumet le projet et lui donne 7 semaines pour proposer une solution. Ainsi, le 7 3 semaines, décembre c'est chaud quand même, 2010, Naoki Yoshida remplace Hiromichi Tanaka et Nobuaki Komoto en absorbant leurs deux postes de producteur et directeur. Mais faut comprendre qu'il arrive à la tête d'une équipe qu'il ne connaît pas, et pour réparer un jeu avec lequel il n'est pas particulièrement familier. Pendant ces 7 semaines, il va non seulement étudier minutieusement le jeu, sur lequel d'ailleurs il a affirmé avoir tenu seulement 5 minutes la première fois qu'il y a joué, mais aussi s'entretenir individuellement avec chacun des membres de l'équipe, afin de récolter leur vision du jeu et gagner leur confiance en tant que directeur. Il a rapidement pu se rendre compte de certains problèmes majeurs. Les équipes sont talentueuses, mais elles ne travaillent pas du tout ensemble. Chacun fait son truc de son côté. Et au-delà de ça, personne ne joue aux autres MMO qui dominent le secteur à cette époque. Ils ne peuvent donc pas avoir une bonne représentation des attentes des joueurs. Les 7 semaines arrivent à leur terme et Yoshida-san doit proposer sa vision à son employeur. Il arrive donc avec deux propositions. Le plan A, on essaye tant bien que mal de réparer le jeu, on continue de le corriger tant qu'on peut, mais ce sera jamais un très bon jeu vidéo. Et le plan B, on détruit le jeu et on en fait un nouveau. Ça coûtera beaucoup d'argent et la probabilité d'échec est très haute. Mais si ça marche, ça lavera totalement l'honneur de la licence Final Fantasy. Ce à quoi Square Enix a répondu oui, les deux. Et on a promis une sortie du jeu sur PS3, alors faut que ça sorte pendant le cycle de vie de la console. Ce à quoi Yoshida a répondu ok. Imaginez le poids sur ses épaules lorsqu'il sort de... Les deux. Donc faut que ça soit un bon jeu. Enfin, faut qu'en gros, il répare les conneries petit à petit, sans que ça en fasse un bon jeu. Et tout détruire pour tout reconstruire. D'accord. Cette réunion, il va devoir non seulement réparer un jeu très bancal pour conserver un minimum la confiance des joueurs d'FF14 1.0, tout en développant en secret la version 2.0, un tout nouveau MMORPG. Et ce dans une période où le temps est un luxe qui ne lui est pas accordé. Sa première action fut de faire un discours auprès de son équipe, car il s'agissait d'annoncer à des gens qui ont passé les 5 dernières années de leur vie à bosser comme des fous pour construire un MMO dont le rendu est pas ouf, qu'il allait falloir continuer de bosser dessus pour le réparer, tout en construisant secrètement un autre MMO qui à terme le remplacera. En réalité, le projet est fou et il faut un minimum de folie pour y croire. Mais Yoshida-san sait s'y prendre. Dans son discours, il leur dit que s'ils ne sont pas d'accord avec ses idées ou sa façon de travailler, ils sont plus que libres de partir, mais leur demande juste de lui accorder 3 mois avant de prendre leur décision. Et pendant ces 3 mois, il va continuer de discuter individuellement avec chacun des membres. Il va ressouder les équipes entre elles, opter pour une transparence totale. Il va leur donner une roadmap, mais surtout leur redonner de l'espoir. Et c'est ainsi que ce projet colossal a débuté. Les premiers changements sur la version 1.0 commencent à voir le jour. L'objectif était avant toute chose de rendre le jeu jouable. Ils ont d'abord retravaillé entièrement l'interface, puis ce fut au tour du système de combat. Ils ont aussi ajouté des éléments clés, tels que les compagnies et les donjons instanciés. Dans le même temps, Yoshida optimise les groupes de travail, fluidifie la communication entre les équipes, mais aussi entre le studio et les joueurs. Lui qui n'aimait pas apparaître dans les médias n'a pas eu le choix cette fois-ci, car si la transparence était le maître mot dans l'équipe de développement, il fallait tout autant que ce soit le cas avec les joueurs. Alors Yoshida fait de plus en plus d'apparitions en public, recueille les avis des joueurs et surtout les tient informés des ajouts à venir. Pour lui, les personnes qui leur font confiance alors que le jeu n'est objectivement pas très bon ont une valeur inestimable, car ils sont leur seul soutien pendant que littéralement le reste du monde leur crache dessus. Et ce sont eux qui iront passer le message lorsque le jeu ira mieux. Ce sont eux qui iront chercher de nouveaux joueurs lorsque le temps sera venu. L'équipe continue alors d'améliorer le jeu, pendant que le développement de la version 2.0 se poursuit
toujours en secret. Mais Final Fantasy est une licence réputée pour son storytelling. Il était donc hors de question de juste fermer la version 1.0 et de dire « Oh coucou, au fait on a fait un nouveau jeu ». Non, Yoshida tenait à ce que la transition soit cohérente. Mais pour ça, il allait falloir travailler jour et nuit pour quelque chose que seulement quelques joueurs verront et qui aura totalement disparu dans 6 mois. Mais c'est comme ça qu'est née une des plus grandes masterclass scénaristiques du jeu vidéo. Nous sommes en 2012 et les mises à jour continuent tout au long de l'année pour la version 10 ans. 1.0 du jeu. De nouveaux donjons apparaissent, de nouveaux boss et même des quêtes faisant avancer le scénario. Mais le 26 juillet, Square Enix annonce enfin la version 2.0 du jeu, sur laquelle Yoshida et son équipe bossent secrètement depuis plus de 2 ans. Et celle-ci s'appellera Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Et vous allez voir qu'un jeu n'a jamais aussi bien porté son nom. Précisément le jour de cette annonce, une toute petite lumière rouge est apparue dans le ciel des Orzea. Rien d'alarmant pour les joueurs, à vrai dire peu de gens la remarquent. Quelques semaines plus tard, un nouveau patch vient rajouter quelques quêtes plutôt loufoques. Et certains joueurs s'interrogent. Elle aurait pas un peu grossi la lumière rouge qu'on voyait dans le ciel? Au patch 1.21, plus aucun doute n'est possible. Ce petit point anciennement minuscule dans le ciel se rapproche définitivement. Avec ce patch, des monstres commencent à apparaître un peu partout dans le monde et notamment proches des villes, voire même directement dans les villes. Patch 1.22, ça se rapproche encore. Et les joueurs commencent à reconnaître que cette boule rouge, c'est Dalamud, la lune artificielle renfermant Bahamut, le seigneur des dragons. Les joueurs qui se déconnectent dans les chambres d'auberge sont pris d'étranges cauchemars sous la forme de mini-cinématiques annonçant clairement la fin du monde. Patch 1.23, Dalamud est dangereusement proche. Le ciel entier des Orzea s'assombrit et une musique terrifiante se fait entendre sur toute la map. elle fait une folie. Patch 1.23b, 11 novembre 2012. Alors que des vagues de mobs continuent d'affluer dans les villes, Dalamud n'est plus qu'à quelques kilomètres des Orzea. Les joueurs se rassemblent aux portes d'Ul'dah et forment le célébrissime mur de Gobu. Et les serveurs s'arrêtent. Mais une cinématique est instantanément diffusée. Et là, du coup, oh là 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 là. Oh, c'est un coup de génie. Non, j'ai un coup de génie. Hein. On dirait une extension pour WoW. Suite à cette cinématique, plus rien. Le noir complet pendant plusieurs semaines. Plus de serveurs, plus de Final Fantasy XIV. Jusqu'au 24 août 2013, date de lancement de l'accès anticipé de Final Fantasy A Realm Reborn. Il aura donc fallu 2 ans et 8 mois à Yoshida et son équipe Ça, en pour vrai, 2 ans développer et la 8 version mois, 2.0 d'FF14, ça ce va, en qui est vrai. vraiment court pour un MMO. Très Ça vite, va. les premiers joueurs se rendent compte que tout a été retravaillé. Pas uniquement rien. l'interface, la jouabilité ou les graphismes, non, la version 2.0 est bel et bien un tout nouveau MMO et n'emprunte à la version 1.0 que son arc narratif final comme fondation pour planter le décor du début d'ARR, où les joueurs doivent reconstruire le monde après le passage de Bahamut. Ce qui, scénaristiquement parlant, est une transition plus que réussie qui a permis d'intégrer m'étonnes. l'ancien monde folie. dans le nouveau monde, tout en faisant en sorte que cela soit compris par les anciens joueurs sans pour autant aliéner les nouveaux. D'ailleurs, les anciens joueurs ne sont pas laissés pour compte et ont droit à des cutscenes exclusives, un chocobo spécial ainsi qu'un tatouage unique sur la nuque, marque de leurs exploits passés et remerciements pour la confiance accordée pendant la
version 1.0 C'est du beau. jeu. En guise d'hommage, leur nom sera même gravé dans les crédits de fin de jeu. Mais qu'en est-il de Final Fantasy Ouais. XIV en J'espère. lui-même? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bel et bien respecté son engagement de laver l'honneur de la licence. Les premiers joueurs en sont très contents, et l'info circule vite malgré le faux départ que fut la 1.0. Une multitude de joueurs décident de redonner sa chance à FF et n'en sont pas déçus. Lorsque les reviews tombent, cette fois-ci ça n'a plus rien à voir. Elles sont excellentes. Et malgré les difficultés techniques pour intégrer un jeu aussi massif que celui-ci sur console, la promesse de sortir le jeu sur PS3 est respectée. Bien que cette sortie se fasse sur une console mourante, puisqu'à ce stade la PS4 était déjà annoncée pour la fin de l'année. Mais Ouais. peu importe. La promesse était tenue, Wow. sauvant encore une fois de justesse l'honneur de la licence. Mais si pour Yoshi P et son équipe l'honneur était sauvé, ce n'était en réalité que le début de l'aventure. Car désormais, il allait falloir sortir des mises à jour constantes afin de tenir les joueurs en haleine. Et une fois de plus, c'est un défi qui sera relevé avec succès. Les patchs s'enchaînent vite et sont conséquents, les extensions arrivent à intervalles réguliers, apportent beaucoup de contenu et font avancer l'histoire. Evansward avec la magnifique Ishgard, Stormblood et l'arrivée du samouraï, Shadowbringer et son pic de joueurs dans le monde primitif et désormais Endwalker, qui conclura cet arc narratif développé pendant plusieurs années et en entamera un tout nouveau. C'est ainsi que Final Fantasy XIV a su non pas effacer, mais se servir des erreurs du passé en embrassant l'idée d'avoir été un jeu vidéo absolument catastrophique pour, au final, devenir le Final Fantasy le plus rentable de tous les temps. En tout cas, Bien. que vous aimiez ou non le jeu, ça, c'est votre choix. Mais on ne peut que respecter le travail de ce grand monsieur qu'est Il a Yoshi. fait un taf de fou. Hein. Il a fait un taf de fou. Pensez-vous connaître réellement les gens avec qui vous traînez? Pensez-vous connaître réellement les gens avec qui vous traînez, avec qui vous jouez aux jeux vidéo ou simplement discutez en ligne? Si vous avez répondu oui, il est possible qu'après cette vidéo, vous ayez envie de changer votre réponse. Bienvenue! Aujourd'hui, on s'intéresse à la très sombre histoire de Kimberly Proctor. Et rappelez-vous bien de cette phrase, sur internet, rien n'est éphémère. Messieurs, dames, petite interruption avant de plonger ensemble dans cette sombre histoire. Il est important pour moi de préciser que la vidéo que vous vous apprêtez à voir traite d'un vrai crime. J'ai volontairement mis de côté les détails choquants et il n'y aura rien de graphique dans cette vidéo, mais si Ça vous va. êtes facilement troublé par ce genre d'histoire, il serait sans doute plus sage de ne pas la regarder. Pour ce qui est de WoW, Et encore une fois, la même pour moi. Autrement dit, si vous avez du mal avec ce genre de vidéo, revenez dans à peu près un quart d'heure. C'est ce que je peux vous dire. Ou coupez le son et faites autre chose à côté. je tiens aussi à préciser que c'est un élément clé de cette affaire, mais c'est franchement pas le sujet principal de la vidéo. Donc si vous souhaitez voir du gros gameplay ou ce genre de truc, ce sera vraiment pas le cas. Cela étant dit, si vous avez décidé de rester, installez-vous confortablement et bon visionnage. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre histoire débute en 2010 dans les couloirs de la Pacific Secondary School de Victoria en Colombie-Britannique. Il s'agit d'un lycée alternatif, un lycée dans lequel est dispensée une méthode d'enseignement plus souple à destination d'élèves qui présentent de grosses difficultés, que ce Ok. soit scolaires, psychologiques ou familiales. Une de ces élèves était Kimberly Proctor. Depuis petite, Kim était passionnée par les animaux. Elle élevait des lézards, des lapins et des hamsters dans son garage, mais ses animaux préférés étaient de loin ses chats. Elle les aimait tellement qu'elle se rendait à l'école tout en portant des oreilles de chat. Et malheureusement, ceci fut une source de moquerie infinie de la part de ses camarades, qui miaulaient en classe, qui lui parlaient de sa litière, bref, des années de méchanceté, Ouais, qui, ok. couplées à ses troubles déficits de l'attention, ont tout doucement poussé ses parents à l'inscrire à la Pacific School. Cette école était bien plus adaptée pour elle. Elle put y trouver un petit copain, Zach, et même s'intégrer à un groupe d'amis très soudés. Dans ce groupe d'amis, un duo aux antécédents bien plus sombres que ceux de Kimberly sortait particulièrement du lot. Cameron Moffat et Cruz Wellwood.
Cameron, Ouais. un grand bonhomme plutôt massif au style gothique, lui aussi atteint de TDAH, a intégré Pacific School parce qu'il avait tendance à essayer de nuire à sa propre intégrité physique, allant jusqu'à se jeter par la fenêtre de sa chambre. Du côté de Cruz, la situation était tout aussi compliquée. Et pour cause, lorsqu'il était alors âgé de 7 ans, son père fut condamné à perpétuité pour le meurtre d'une jeune fille de 16 ans. Et toute cette haine, ce dégoût qu'il pouvait ressentir envers son père, se matérialisait sous la forme de petits larcins, du vol d'argent dans les boîtes aux lettres et plusieurs interactions avec la police pour consommation de stupéfiants. Les deux garçons se sont Merde. rencontrés en 5e. Leur mépris mutuel pour leur professeur d'art les a très vite rapprochés. Et les années passant, ils sont devenus inséparables, partageant les mêmes centres d'intérêt principaux, à savoir la consommation de cannabis, la création de blogs, mais surtout World of Warcraft. Une Ok. des particularités de Pacific School, c'est que les ados y avaient beaucoup de temps libre. Ainsi, Cameron et Cruz pouvaient passer la majorité de leur temps ensemble à fumer du cannabis et jouer à WoW. Ils étaient tous les deux individuellement très troublés, mais semblaient se comprendre l'un l'autre. Ils avaient beau se considérer comme des frères, leur relation d'amitié n'était pas pour autant exclusive. L'un comme l'autre entretenait des liens plus ou moins forts avec les autres membres de leur petit groupe d'amis. Mais en 2010, ce petit groupe fut chamboulé par un événement plutôt commun finalement, mais qui allait changer le cours de leur vie à tous. La rupture entre Zach et Kimberly. Non. Merde. Kimberly était dévastée et elle est tout naturellement allée chercher du réconfort auprès de ses amis. Seulement voilà, le souci, c'est qu'autant Cameron que Cruz souhaitaient l'un comme l'autre lui apporter bien plus que simplement du réconfort, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Je vous affiche à l'écran quelques conversations. J'ai pas beaucoup de belles choses, mais je dois te dire que tu es une montrer. Le Cameron. Je suis plus heureux avec toi qu'avec les autres, je ne peux pas te mentir, ça me fait trop plaisir alors que vraiment je peux. Tu me fais très envie. C'est très direct celle-là. L'autre c'est très subtil, mais genre vraiment très très subtil à base de phrases de drague un peu piquées d'internet. J'ai vu. Attendez, attendez. J'ai pas vu beaucoup de choses. Non, j'ai pas beaucoup de belles choses. J'ai pas vu beaucoup de belles choses. Mais je dois dire que tu es l'une d'entre elles. Désolé. Désolé, mais ça. Ça, c'est une phrase de base. Alors que l'autre à côté, je me sens plus ouvert avec toi qu'avec les autres. Je ne peux pas te mentir. Ça me fait trop culpabiliser. Alors que normalement, je peux. Tu me fais très envie. Non, non, non. Qu'ils ont pu avoir les semaines qui ont Non, suivi la rupture. désolé. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez les lire plus en détail, mais une chose est sûre, Kimberly ne les voyait que comme des amis. Et chacun d'eux avait visiblement beaucoup de mal à encaisser ce rejet, devenant de plus en plus insistant et surtout de plus en plus menaçant avec elle au fur et à mesure qu'elle les repoussait. D'ailleurs, curieusement, le fait que les deux garçons soient tous les deux en crush sur la même fille n'a pas entaché leur relation. À vrai dire, au contraire, ils passaient encore plus de temps ensemble puisqu'ils avaient logiquement décidé d'écarter Zach de leur groupe d'amis. Par contre, leurs activités n'étaient plus tout à fait les mêmes. Les voisins de la maison de Cruz, qui étaient en quelque sorte leur repère, ont rapporté entendre de plus en plus souvent des cris s'échapper de la maison. En fait, pendant ces semaines-là, ils ont lentement délaissé World of Warcraft pour s'adonner à un nouveau hobby, quelque chose qui les fascinait depuis quelque temps, les pratiques occultes. Ils se mirent à boire du sang, visiter des sites sadiques et tout un tas d'autres bizarreries. Toutefois, ils ont conservé certains de leurs passe-temps favoris. Ils ont continué à fumer ensemble, mais surtout continué à écrire des articles sur leurs blogs respectifs. Et à ce moment-là, Cruz en a écrit un particulièrement troublant. Les premiers signes avant-coureurs d'un tueur en série. Un article dans lequel il s'amuse du fait de répondre à chacune des 14 caractéristiques d'un tueur en série potentiel. Et ces activités loufoques, ils les ont continuées pendant des semaines. Ils les ont continuées jusqu'à la matinée du 18 mars 2010. Ouais, non, c'est. Kimberly dort profondément ce matin-là. Pas de cours aujourd'hui. Sa mère l'embrasse et lui dit qu'elle l'aime avant de partir travailler. Elle avait de quoi être fière de sa fille. La veille, elle apprenait que Kimberly avait suffisamment de crédit pour valider son année. Pour Kim, le plan de la journée n'était pas très chargé. Seulement une session babysitting à 14h et un rendez-vous avec Cruz en fin de matinée qui, la veille, lui avait demandé s'il pouvait se voir avant son babysitting. Car il souhaitait s'excuser en personne d'avoir été insistant avec elle ces dernières. Je sens mal. Je le sens très mal. Je pense qu'il va la tuer.
semaine. Elle se réveille tranquillement, enfile quelques vêtements et se rend à la station de bus de Langford où Cruz devait la récupérer. À 10h30 précise, Cruz arrive et Cameron est lui aussi présent dans la voiture. Ils papotent tous les trois quelques instants à la station puis décident d'aller plutôt se poser chez Cruz comme ils en avaient l'habitude. Et peu de temps après leur arrivée à la maison, ils se sont jetés sur Kimberly et lui ont fait des atrocités que je n'aurai même pas les mots pour vous décrire. Et ce, jusqu'à ce qu'elle décède. Quelques heures après, pour se construire un alibi, Cruz a envoyé un message privé à Kimberly lui demandant si elle en avait fini avec son babysitting. Le lendemain matin, ils ont mis son corps dans un sac de hockey, sont montés à bord d'un bus pour le Galloping Goose Trail et l'ont déposé sous un pont dans les bois avant de continuer le reste de leur journée comme si de rien n'était. Cruz est resté chez lui avec une fille avec qui il sortait et Cameron a pris un brunch avec sa grand-mère et sa mère qui l'ont ensuite emmené acheter un jeu vidéo. Le jour même, vers 19h, un jeune homme qui traînait vers le Galloping Goose est tombé sur le corps de Kimberly. Il a rapidement prévenu la police et c'est ici qu'une Ils l'ont... folle enquête a commencé. À ce stade de la vidéo, vous savez qui sont les coupables. Mais lorsque le corps de Kimberly fut retrouvé, les enquêteurs n'avaient pas le moindre indice. Et dans les cas impliquant des adolescents, la police sait bien que le monde en ligne est plus précieux que jamais. La première étape de leur stratégie fut donc de créer une page Facebook commémorative publique en son honneur. Et ils se sont mis à la surveiller de très près, analysant attentivement les profils de chaque personne qui interagissait de près ou de loin avec cette page. Le côté positif, c'est que la page étant publique, ils n'avaient pas besoin de mandat pour mener leur petite enquête sur toutes ces personnes. Le côté négatif par contre, c'est que ce cas qui a chamboulé les nouvelles locales a drainé beaucoup d'attention et donc beaucoup de personnes qui ne connaissaient même pas Kimberly postées sur cette page. Ils ont alors déployé une équipe de plus de 40 agents pour élaguer tous ces profils. Et lorsqu'ils eurent un nombre assez réduit de suspects potentiels, les interrogatoires ont pu commencer. Cruz, Cameron et Zach étaient naturellement dans cette liste, puisqu'ils font partie intégrante du cercle d'amis proches de Kimberly. Le jour de l'interrogatoire, ils ont admis avoir vu Kimberly ce matin-là, mais ont affirmé qu'elle les avait quittés tôt pour se rendre à la Pacific School. En fait, les semaines qui se sont écoulées avant l'interrogatoire leur ont permis d'avoir le temps d'échafauder un discours commun solide, très précis et sans faille. À vrai dire, pendant l'interrogatoire, ils n'ont rien laissé transparaître. Rien, sauf une chose. Lorsqu'un policier a demandé à Cruz quel type de personne pouvait commettre un tel acte, Cruz a répondu: quelqu'un qui pense que ça vaut le coup de tuer une personne ou quelqu'un qui est en colère. Et autant vous dire que c'est loin d'être une réponse classique. Quelqu'un d'innocent dont l'ami proche vient de se faire tuer répondrait plutôt que seul un monstre pourrait faire ça. Alors que dans sa réponse, il semblait presque trouver des raisons logiques à cet acte. Et c'est précisément... Qui répond ça? Je rigole, mais c'est un rire... c'est un rire... c'est un rire cynique. C'est un faux rire. Qui dit ça? Tu viens de tuer quelqu'un, tu dis pas, oh, je sais pas, peut-être c'est moi, hein. Jamais. À ce moment que les enquêteurs ont commencé à avoir des doutes sur Cruz. Son téléphone portable, sa maison et le kiosque où il traînait furent tous mis sous écoute. Mais rien. Du moins rien d'incriminant. Cependant, son comportement était suffisamment louche pour que la police puisse avoir un mandat afin de faire une analyse médico-légale de son ordinateur et de son téléphone portable. Lors de la saisie, Cruz n'était pas inquiet et il leur a tout donné sans rechigner. Et le gars passait vraiment beaucoup de temps sur internet. Au total, c'est l'équivalent d'1,4 milliard de screenshots qui devaient être analysés. Mais ils n'eurent pas besoin de tout passer au peigne fin, car ils se sont vite rendus compte qu'à chaque fois que Cruz discutait avec ses amis, notamment Cameron, et que la discussion commençait à dévier vers des sujets tels que le cannabis ou encore le décès de Kimberly, Cruz demandait tout le temps à son interlocuteur de venir en discuter sur WoW. Clairement, Cruz avait quelque chose à cacher, et il utilisait WoW pour le dissimuler, pensant qu'en Azeroth, les conversations ne seront jamais sauvegardées. Lourde erreur. Le 23 mars, 5 jours après le meurtre de Kimberly, il discute en message privé sur WoW avec sa petite amie et lui confesse que lui et Cameron sont les auteurs du meurtre de Kimberly. Cet échange de messages était suffisant pour que les policiers décident de les arrêter, mais pas suffisant pour les condamner. Cruz aurait très bien pu dire qu'il a écrit ça pour rigoler. Le vendredi 18 juin 2010, il est arrêté et interrogé. Et ce jour-là, les enquêteurs s'attendaient à tout, sauf à ça.
il est en train de rire. Non, non, Les non, deux non, jeunes hommes il était en train d'en rire. ont plaidé coupables de meurtre au premier degré. Et au vu de Bah, la ils l'ont, brutalité oui. de ce crime, ils ont été jugés comme des adultes, bien qu'ils n'étaient pas majeurs lors du crime. Le juge Robert Johnson a expliqué que la brutalité du crime et la réhabilitation improbable des jeunes meurtriers l'ont obligé à imposer la peine la plus sévère possible. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 10 ans. Les rapports psychologiques étaient accablants, suggérant une forte probabilité Là, c'est de fini, récidive. donc ça veut dire que Cruz potentiellement, s'est il peut avéré pas être rire. un sadique du genre le plus rare, en particulier pour quelqu'un d'aussi jeune. Et Cameron a été noté dans le 96e centile sur la liste de contrôle de la psychopathie. Depuis l'incarcération, les parents et la famille proche de Kimberly se sont battus corps et âme pour deux choses. La première, c'est que l'histoire de Kimberly ne soit pas oubliée. Et c'est précisément ce qu'on fait ici avec cette vidéo et ce que bien d'autres ont fait avant moi. La D'une part, j'aurais participé. Voilà. Deuxième fois, j'aurais participé. Voilà. Donc, faut faire en sorte que ça s'oublie pas. seconde, c'est la Kimberly's Law, une loi conçue dans le but de prévenir ce genre de tragédie en intervenant le plus tôt possible avec les enfants présentant des troubles dangereux. Cette loi fut adoptée sous le nom de Safe Care Act en 2017. Mais pour autant, leur combat n'est pas terminé. En 2018, Wellwood a fait sa demande de libération conditionnelle, demande qui fut rejetée, mais les parents de Kimberly doivent tout de même vivre en gardant en tête que les deux horribles personnages qui ont tué leur fille pourront peut-être à l'avenir circuler librement grâce à la possibilité de liberté conditionnelle. Le jour où la demande de Wellwood a été rejetée, Lucy Proctor, la mère de Kimberly, a été interviewée et a déclaré que sa pire crainte était qu'il soit un jour libéré et que d'autres personnes puissent être en danger. C'est ouais, une folie. C'est une folie sans nom. J'ai pas de mots. C'est atroce de faire un truc comme ça en fait. Comment des gens peuvent faire ça? Mais rassurez, comment des gens peuvent faire ça? Voilà, ça c'est fait. Pour beaucoup d'entre nous, World of Warcraft est un jeu plutôt chill. Certains y farment des montures, des hauts faits ou simplement parcourent le vaste monde d'Azeroth à dos de poney. Mais pour d'autres, tout se passe dans un seul et unique endroit. Un endroit où règnent les larmes, le sang et la sueur de gamers. L'arène. J'ai nommé l'arène. Pour comprendre l'histoire de ce Yeah. jeu, il faut comprendre l'e-sport dans WoW en général, car en réalité, ce jeu fait partie des pionniers de ce secteur et est un des très rares MMORPG à inclure une dimension e-sport, autant pour sa partie PvE avec les MDI, la compétition de speedrun de Donjons Mythiques Plus, que sa partie PvP avec les AWC, les championnats du monde d'arène. Et si les Donjons Mythiques Plus n'ont que quelques années d'existence, les arènes, quant à elles, ne datent pas d'hier. La première fois que les arènes ont été implémentées dans le jeu, c'est en 2007 pendant Burning Crusade. Et très vite, les gladiateurs dans l'âme y voient un terrain de jeu plus que viable pour la compétition. Si dans le jeu, la 2v2, la 3v3 et la 5v5 cohabitent, un consensus est très vite mis en place sur le mode de jeu le plus compétitif. La V2 est trop limitée dans ses compositions, la V5 trop bordélique, mais le format 3v3 coche toutes les cases pour un terrain fertile à de la compétition de haut niveau. Réactivité, connaissance du jeu et créativité. C'est ainsi que tout juste un an plus tard, en 2008, la toute première compétition officielle d'e-sport sur WoW est organisée lors de la BlizzCon où vont s'affronter 8 équipes en arène 3v3 pour 120 000 $ de cash prize. Cette année-là, le jeune Chuck Dewland, alors âgé de 17 ans, regarde du coin de l'œil Nihilum Plasma remporter la première place. Sidious s'est
s'est retrouvé sur la scène PVP par pur accident. Il commence à tâter l'arène à la saison 1 de Burning Crusade mais n'y voit pas grand intérêt, son regard étant à l'époque fixé sur la partie PVE du jeu. Alors lorsque la saison 3 arrive, il se dit que ses résultats en PVE pourraient être décuplés s'il arrive à mettre la main sur une des armes PVP. Mais pour ça, le prérequis était d'atteindre les 1850 de cote. Il va donc chercher conseil auprès de son maître de guilde de l'époque, qui était réputé pour être très chaud en PVP. Son sensei lui apprend alors les bases et Chuck parvient assez facilement à atteindre son objectif et obtenir l'arme si convoitée. Ce moment a éveillé en lui non pas un déclic et l'envie de devenir pro, mais un intérêt certain pour le PVP. Il trouvait ça fun et prenait beaucoup de plaisir à en apprendre de plus en plus. Alors lorsque l'un de ses amis lui propose de le rejoindre sur les serveurs d'arène, des serveurs pour lesquels il fallait payer un pass à l'époque, il y va avec plaisir en se disant que ça pourrait être fun de pouvoir tester plusieurs classes sans avoir à les monter de niveau. Il y passe du bon temps avec son pote, en profite pour tester un petit peu les classes du jeu qu'il ne connaissait pas bien, lorsqu'il reçoit un MP qui s'apprêtait à changer sa vie. Une personne de son serveur initial reconnaît son pseudo, puisqu'il était déjà tombé quelques fois contre lui en arène. Et ce jour-là, il lui propose de tester une compo assez fun qu'il a inventée, mais pour laquelle il lui manque un joueur chamanil. Sidiou à ce moment-là est sur ce serveur d'arène pour le fun, donc il se dit let's go, pourquoi pas. La compo c'était donc chaman resto, prêtre sacré et pal vindict. 2 healers pour un seul DPS, un truc vraiment pas méta et considéré comme insensé. Vraiment mais les trois con, hein. s'amusent beaucoup avec cette compo, alors ils continuent. Et lorsque ce serveur saisonnier prend fin, eh bien ils se rendent compte qu'ils sont dans le top 8 du serveur, ce qui les qualifie pour un event régional. C'est ainsi D'accord. qu'à 18 ans, il se retrouve dans l'avion en vol direction l'Allemagne pour jouer son premier tournoi. Mais une fois sur place, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. En fait, le prêtre de leur équipe n'est jamais venu à ce tournoi, ce qui les a automatiquement disqualifiés. Mais tout n'est pas pour autant perdu, car Sidiou profite de ce tournoi pour sympathiser avec les autres joueurs. Et il va notamment se lier d'amitié avec un certain Azael, un joueur pro bien en place et une personne que vous connaissez peut-être si vous suivez l'e-sport sur League of Legends, puisqu'il y est désormais commentateur. Une fois ce tournoi terminé, Sidiou et Azael vont de plus en plus jouer ensemble, à tel point qu'après quelques semaines, Azael va lui proposer de rejoindre sa toute première team professionnelle chez Evil Geniuses, une offre que le jeune Chuck ne pouvait pas refuser. Sa carrière officielle dans l'e-sport débute J'ai jamais eu alors, de et déclic, les en fait. tournois vont vite s'enchaîner. Leurs résultats sont plutôt bons, remportant même une première place aux IEM4 en 2010, mais pour Et un joueur de IEM, WoW, c'est pas ces ouf, victoires hein. ne Enfin, sont c'est pas que pas des ouf, hein. encas, C'est car bien. tout le monde a les yeux rivés sur le tournoi officiel, organisé par Blizzard pendant la BlizzCon, les AWC. Mais l'accès à cette compétition est loin d'être aisé. À vrai dire, c'est un réel parcours du combattant, où seules les 8 meilleures équipes du monde pourront avoir une chance de combattre pour le Saint Graal. En 2011, ils se qualifient et vont pour la première fois pouvoir représenter Evil Geniuses et affronter les 7 autres meilleures équipes du monde dans l'espoir d'obtenir ce titre si convoité. Et c'est ici que l'épopée de Sidiou aux AWC commence. En 2011, les Coréens de OMG roulent sur la compétition et Sidiou et son équipe finissent à la 5e place. 2012, la revanche. Une nouvelle fois qualifié et le tournoi se passe bien. Chuck est très solide sur son pic de prédilection, le chamanil, pendant que ses deux teammates, en prêtre ombre et démoniste affliction, propagent des dots de partout. Ils parviennent à se hisser jusqu'en demi-finale, mais ils rencontreront le mur qu'était la team Yas Presence. Résultat, 4e place pour Chuck et son équipe aux portes du podium. Mais l'année suivante, en 2013, Azael est démarché pour devenir commentateur aux AWC, ce qui signe alors la fin de cette équipe. Sidiou ne se laisse pas pour autant abattre. Sa soif de sang n'est pas encore étanchée, alors il contacte ses deux amis, Snuts et Venruki, afin de former la team 3 Amigos, et parviennent à se qualifier aux AWC de 2014. Malheureusement, malgré une très belle performance, ils se heurtent en demi-finale aux Bleached Bones, les vainqueurs de cette année-là, plaçant les 3 Amigos à la 3e place. Enfin un podium pour Sidiou,
Mais le titre semblait continuellement lui échapper. Et certains commencent à penser qu'il est maudit. D'autant qu'en 2015, l'année suivante, c'est cette fois-ci Venruki, son nouveau teammate de la Team 3 Amigos, qui se fait démarcher à son tour pour devenir commentateur des AWC. Arrive alors l'année 2016. À ce stade, il est le joueur ayant le plus participé aux AWC et n'a pourtant jamais été couronné. Les années ont passé depuis sa première compétition et Chuck n'est plus tout jeune pour un joueur e-sport. Alors cette année-là, il le dira sans honte. Cette compétition, c'est sa dernière chance. Il parvient à se qualifier aux AWC sous le tag Method NA, cette fois-ci aux côtés de Snuts, Smexin et Beanslayer. Et comment vous dire, ils sont déchaînés et oblitèrent toutes les équipes qui osent se dresser sur leur chemin, distribuant de lourds 3-0 à tout le monde et même à leurs confrères de Méthode EU, parvenant à se hisser jusqu'en finale avec une aisance incroyable. Ils semblaient survoler Méthode, c'est une grosse équipe, hein, je crois. la Je crois qu'on a entendu parler l'autre fois. C'est une grosse équipe de PvE. Hein. Et il ne restait que l'équipe Splice sur leur chemin vers la victoire, nous offrant au passage ce qui est, je pense, le plus beau BO7 que les AWC aient connu, le BO7 de la dernière chance. Il est obligé de la L'équipe de gagner. Sidiou avait roulé sur la compétition avec une compo assez originale mais diablement efficace. Palail, Démo Démonologie et Chamélio. Ils la sortent alors en toute logique pour leur premier match face à Splice, mais se font démolir. Ils décident alors de sortir leur Joker, une compo inédite qu'ils ne gardaient sous la manche que s'ils arrivaient face à une équipe capable de les vaincre. Sidiou reste sur le Palail, Smexin reste sur le Chamélio, mais Snuts et son démo va laisser sa place à Bean en Palatank. Et ça fonctionne. Les joueurs Splice sont surpris par cette compo et se font prendre une game. La suivante est plus serrée, mais c'est encore une victoire pour Method NA qui parvient à scorer le 2-1. Mais si les Splice sont connus pour une chose, c'est bien leur capacité d'adaptation. Ils décident de troquer leur Palail pour un Druidil, et cette fois-ci ça ne passe plus. Ils montrent à l'équipe de Chuck qu'ils ont compris comment battre cette compo. 2-2. Game suivante, compo identique, et après 11 minutes 40 de combat, Splice s'impose à nouveau. 3-2 pour Splice. Ils ne sont plus qu'à une game de la victoire. Il n'y avait plus aucun doute. Ils avaient compris comment contrer cette compo. Alors l'équipe de Sidiou vont encore décider d'innover. Et cette fois-ci de faire jouer Snuts sur un prêtre ombre et Bean sur un druide féral. En passant d'une compo plutôt défensive basée sur un palatank à une compo extrêmement agressive comme celle-ci, ils arrivent à déstabiliser Splice et à mettre une pression phénoménale dès le début de la partie. En 2 minutes 30, le chasseur de chez Splice tombe et Method NA parvient à revenir au score 3-3. À ce stade, qui que soit le vainqueur de la prochaine game, il sera sacré champion du monde. Alors évidemment, chez Method NA, on reste sur la même compo. Mais chez Splice, on décide de passer sur un Palail, Chamélio et Démo Démonologie. La compo exacte avec laquelle l'équipe de Sidiou avait roulé sur la compétition. Ils veulent définitivement les prendre à leur propre jeu et c'est osé. Car si Method NA sait jouer la compo, ils savent sans le moindre doute comment jouer contre. La game se lance et le rythme est endiablé. L'équipe de Sidiou fait péter la bubule du healer adverse. Par contre, vrai de vrai, s'ils perdent là-dessus, c'est atroce. Puis se relance à la poursuite du healer Splice, qui n'a plus de bulle mais parvient à s'en sortir in extremis à littéralement 1 HP. Ils étaient à une milliseconde de pouvoir le tuer, sauf que maintenant, c'est au tour de Splice de lancer son agression. Tu les vois. Voilà qu'encore une fois, le Graal lui échappe. Et perdre en finale, c'est dévastateur pour Sidiou. Mais vous avez sûrement lu le titre de cette vidéo. Et si j'ai écrit que cet homme est l'incarnation du tryhard, c'est pas pour rien. De retour de la compétition, Sidiou ignore les centaines de commentaires clamant qu'il est fini et que cette saison était sa dernière chance de performer. Il a été à la BlizzCon 4 fois, a perdu 4 fois, mais veut cette coupe plus que n'importe qui. Alors il se remet directement au travail. Et toujours sous le tag méthode, accompagné de Snuts, Bean et Samayam cette fois-ci, il va tenter les qualifs pour les AWC 2017. Malheureusement, cette année-là, pendant les qualifications nord-américaines, il va se heurter à un duel fratricide. Méthode Reborn, son équipe,
contre méthode Synergie. Une team absolument monstrueuse composée notamment de Mess, le meilleur DK du monde, et Trill, qui est selon moi le joueur de WoW ultime, puisqu'en plus d'être pro dans la partie PVP, il est aussi raider chez Limit et participe avec eux à la course au World First. Le vainqueur de ce match part directement à la BlizzCon pour jouer les AWC. Le perdant rentre chez lui. Et ce jour-là, Sidiou et son équipe se sont bien battus. Mais en face, les monstres étaient bien trop puissants. En 2017, les AWC se dérouleront donc sans Sidiou. Après cette défaite, il est au fond. Mais lorsqu'il apprend que son adversaire, Mess, s'apprête à être papa, il se dit alors que cette défaite avait un sens et lui souhaite de tout son cœur de remporter la coupe qu'il ne remportera malheureusement pas. Mais cette année-là a permis aux deux adversaires, Sidiou et Mess, de se lier d'amitié et vont ensemble décider de former une équipe ultime. La condition de Mess était d'emporter Trill, la condition de Sidiou était d'emporter Samayam. Ensemble, ils vont former Méthode Orange et tenter le tout pour le tout sur cette année de compétition. Car Sidiou est alors âgé de 28 ans et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais 28 ans, c'est vieux, hein. Joueur pro. Leurs débuts en tant qu'équipe sont plutôt difficiles, mais lorsque BFA arrive, ils commencent tout doucement à prendre leur marque et à gagner de plus en plus. Ils arrivent à lock quelques compos qui fonctionnent bien, Boomkin DH et DHDK, ce qui leur permet d'atteindre une qualification aux AWC. Ils arrivent alors à cette BlizzCon plutôt confiants, puisque lorsqu'ils constatent l'arbre de tournoi, ils ne sont pas contre The Gosu Crew, car ils le disent sans honte. La seule team contre laquelle ils ne voulaient pas tomber, c'est The Gosu Crew. Faut comprendre qu'à ce moment, cette team effraie littéralement tout le monde. Personne n'a envie d'affronter les dagues aiguisées de Picaboo. Et encore moins la team de Sidiou. Car étant relativement proches, ils s'entraînent souvent ensemble. Et aux entraînements, à tous les coups, l'équipe de Sidiou se fait manger par l'équipe de Picaboo. Le tournoi commence alors. Une première victoire contre Making a Movie est validée. Le lendemain, c'est journée de repos pour tous les participants. Mais la team de Sidiou vont quand même décider d'aller s'entraîner. Car ils savent que derrière, ils affrontent Skillcapped. Une terrible team reconnue pour jouer Turbo Cleave. Ils vont alors s'entraîner toute la journée contre cette compo et le lendemain, évidemment, Skillcapped ne jouera exceptionnellement pas Turbo Cleave. Mais nos trois comparses sont beaucoup trop chauds et s'imposent sur un 3-0, ce qui les propulse en demi-finale contre Method Black, la meilleure team européenne. Avec Raikou et Waz, cette équipe est considérée à ce stade comme la meilleure rogue mage du monde. Et après une bataille acharnée, Sidiou et son équipe parviennent à se propulser en finale sur un score de 3-2. Mais de l'autre côté de cet arbre de tournoi, une autre équipe détruit tout sur son passage. Cette équipe, ils vont devoir l'affronter en finale. Et c'est évidemment The Gosu Crew. Donc on fait un résumé, hein. Il a fait 4 AWC d'affilée. Celui d'après, il a pas pu la faire parce qu'il a perdu en groupe. Et là, il revient et il passe finale. GG. Oh, il est trop fort. Ce qui serait marrant, c'est qu'il est 4-0. Sèchement. Ça serait marrant. Attends, mais on a 3-0? Non. Non, déconne pas. Ils ont 4 roues. Ils ont 4-0. Imaginez, ils se sont fait déchirer à 5 scrims qu'ils ont fait. Et lors de la vraie bataille, du vrai match, il est 4-0. C'est aberrant.
putain. C'est peut-être le meilleur joueur de PvP. Hein. A lot of people have been wondering, was this the last game we see you play competitively? I will play with this team for as long as they want to. Oh là 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 là, le boss. Mais ça finit là-dessus. Waouh. Bah dis donc. Il est 23h, tout pile. C'est fou. Hop, je vous mets entendu. Attendez, mais quoi? Ça ramène à quoi ça? Pour beaucoup d'entre nous, World of Warcraft est un jeu plutôt chill. Ok, non, ça ramène sur le truc, c'est bon. Et bah voilà. Bon, nous, en tout cas. Voilà. Ouais. Nous, en tout cas, on va se laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve du coup jeudi, pas demain. Et puis voilà. Hein? Bonne fin de journée à vous, bonne nuit et ciao. Salut.